Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. On se retrouve dans cette vidéo pour parler du petit 3 pouces de chez Newbie Drone, le Stinger Bee HD. Donc là, c'est une version en O3, mais sachez qu'il est disponible en plusieurs variantes de transmission vidéo et de récepteur radio, dont vous pouvez retrouver tous les détails et les différents prix dans l'article sur le blog, mais également dans le short que j'ai déjà publié lors de l'unboxing de ce petit engin. Qu'on va donc, juste après le générique, passer au banc pour vérifier un petit peu le montage, les différentes caractéristiques techniques, avant de repasser en face caméra pour aborder les réglages et surtout le feeling et ce que vaut ce drone en général. Donc voilà le petit Stinger Bee HD O3 d'un petit peu plus près, comme ça on va pouvoir s'attarder sur ces différentes caractéristiques techniques. Je vous épargne l'unboxing que j'ai déjà publié sur TikTok et que je vous invite à aller visionner si ça vous intéresse. Et même chose, n'hésitez pas à aller jeter un œil à l'article sur le blog. En général, j'ajoute des informations que j'ai oublié de dire ou que je n'ai pas eu le temps de dire dans la vidéo. On est donc sur un châssis en Dead Cat avec les bras séparés par paire et qui se rejoignent quand même au milieu juste ici. Ainsi, on n'a pas d'hélices qui apparaissent dans le champ de vision de la caméra qui est installée dans une cage en carbone et qui dépasse très légèrement, contrairement au Géno qui la protège vraiment parfaitement bien, toujours sans avoir d'hélice dans le champ de vision, alors qu'ici on est sur un petit X. Donc c'est quand même plus sympa en termes de feeling et de sensation en vol. Donc ça, c'en était donc pour la géométrie du Stinger Bee. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que les bras, on est sur du 3 mm et les plates sur du 1,5 voire 2. Je vous mettrai les informations dans l'article sur le blog comme d'habitude, mais on est moins épais et moins solide que le Géno, c'est clair et net. Rien qu'au toucher, on peut voir ici que, voilà, ça, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais on fléchit tout ça très facilement, à voir ce que ça va donner en termes de black box, mais également en termes de solidité. Donc si on part de l'extérieur, le Stinger Bee, il est propulsé par des moteurs. Est-ce qu'avec la lumière on va réussir à lire? On est sur des 1404 de chez Newbie Drone, des flots, et le KV est indiqué quelque part, voilà, sur le pied du moteur. Là je pense que ça va être plus compliqué d'avoir le focus, mais on est sur du 4000 kV. Dessus, on a des hélices. Alors là, ce sont des HQ tripales en 3,25, tout simplement parce que j'ai coincé le quad dans un arbre et j'ai cassé deux hélices et j'avais oublié les hélices de spare qu'on a quand même dans le packaging. Donc les hélices d'origine sont des Gemfan 30 par 20, toujours en tripale. Donc celles que je mets aussi sur le Géno, ce sont les HQ Prop Durable. Elles ont un pas légèrement plus prononcé, ça se sent au pilotage. C'est un petit peu plus incisif, un petit peu plus sharp. Je n'ai pas senti de vibration particulière et peut-être que ça a influencé légèrement l'autonomie lors de mes tests, même si je ne l'ai pas constaté entre différentes lipos, avant avec les hélices Gemfan et après avec les hélices HQ. D'ailleurs, en parlant d'autonomie, puisque je vais vous parler batterie, je vais vous donner les chiffres que j'ai mesurés. La batterie, elle se fixe donc sur la top plate avec un support en TPU qui a l'air assez solide, que je n'ai pas cassé, sur lequel j'ai quand même pas mal forcé, qui est enchevêtré dans les entretoises qui sont au milieu de la top plate. Donc on ne pourra pas facilement remplacer par un strap, en tout cas au milieu. Il faudra le remplacer par deux straps à l'avant et à l'arrière. La lipo, elle se met sur un lipopad qui colle vraiment bien. Et une fois qu'on l'a mise, voilà, déjà on peut faire ça. Vous allez voir que si juste je la colle, déjà ça tient quand même bien. Je ne vais pas vous dire qu'on peut voler comme ça. Et une fois qu'on a mis la lipo, on vient glisser ce truc là dans un des trous. L'idéal, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut quand même utiliser différentes tailles de lipo. Et une fois qu'on a le trou en tête, ça va assez vite à aller serrer. Et après, pour serrer, on a peu de choses fraîches juste à tirer. Et voilà, vous pouvez voir que si on fait comme ça, là, ça vient, c'est pris. Et si on le met dans le bon trou, c'est bien serré et ça ne bouge pas. Je pense pas qu'en cas de crash, ça vienne s'arracher plus que ça. C'est surtout à l'usage. J'ai vraiment peur que ça s'abîme. Après, à retirer, puisque là, du coup, on peut voir que la partie, celle-ci, est plus large que la partie de ce côté-là. Pour l'enlever, il faut venir un petit peu forcer dessus. Et c'est bon, c'est du TPU, ça s'écarte. Et voilà, une fois qu'on fait ça, on peut le retirer tout simplement. Donc une fois qu'on a pris le coup, ça va quand même assez vite. J'avais un petit peu peur, c'est même pratique. On peut venir glisser, tac, la prise une fois qu'elle est connectée et la sécuriser avec. Est-ce que c'est la meilleure fixation? Je ne sais pas, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si pratique et que j'y prenne autant goût à l'usage. Donc là, on est sur une lipo 550 mAh de chez Tattoo, c'est ce qui est conseillé par Newbie Drone. Et avec cette lipo là,
On a un poids de... Alors déjà, on va peser le drone en ordre de vol sans la lipo. Hop. On a du 178 grammes et si on rajoute cette 550 mAh, on passe à 238 grammes. Donc on est sous les 250 grammes, là où ça peut poser problème avec certaines législations. Donc ça, c'est le poids avec une 550 mAh. J'ai aussi volé avec ces lipos qui ne sont pas excellentes, les CNHL Pizza. Voilà, une 600. On passe ce coup-ci à 251 grammes, juste pour 50 mAh en plus. Un format qui est assez bâtard quand même, c'est super large. Cette lipo-là, vraiment, je ne l'ai pas trouvé top, donc je vais l'enlever d'ailleurs. J'ai aussi testé avec ces petites 650 qui pour le coup sont vraiment très petites de chez Ovonic. Ovonic, ils ont tendance à faire des lipos qui sont très petites. J'ai toujours des doutes sur la capacité réelle. Je n'ai jamais pris le temps de les mesurer. Mais là, avec cette lipo-là, on est à 246 grammes. Pareil, c'est une lipo qui n'est pas géniale en termes de performance et d'autonomie. Donc, ce n'est pas des lipos que je conseille. Vraiment, ces tatous-là fonctionnent bien. Je les ai pas mal utilisés avec mon Geno, à voir vraiment dans la durée de vie, puisque ce sont des airlines en 95C. Et je sais que dans l'équipe, il y en a qui volent en Dogcom sur les 3 pouces et visiblement, ce sont des bonnes lipos. Et j'aime bien avec mon Geno voler avec des 850 qui donnent un petit peu plus de poids, donc un comportement différent au quad, légèrement plus d'autonomie, parce que de toute façon, on a du poids en plus, donc on ne gagne pas forcément énormément d'autonomie avec. Mais juste comme ça, pour info, là, on passe à 274 grammes. Ça reste raisonnable pour ce quad avec une si grosse lipo 850, mais le mieux en termes de performance et d'autonomie même, c'est de voler en 550 mAh. J'ai pas les autonomies précises pour chacune des lipos, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que mon plus court DVR sur la bonne vingtaine de DVR que j'ai fait 2 minutes 30 et mon plus long 3 minutes 40. Et je vole jamais en faisant 100% chill. Donc il y a toujours un petit peu de freestyle. Donc je pense qu'on peut approcher les 4 minutes facile. Je ne sais même plus ce qu'indique Newbie Drone à ce sujet. Mais voilà, je pense qu'on est entre 3 et 4 minutes et peut-être même plus si on veut avec des 550 mAh. Ensuite, avant d'attaquer le cœur du quad, alors, je ne vais pas le démonter parce qu'on voit quand même plutôt bien là et qu'on a le XT30 qui passe dans la top. Donc c'est moins pratique que encore une fois, voilà, le Geno. On fait passer la sangle là et c'est plus simple pour la maintenance. On ne se prend pas la tête, il n'y a pas de poids avec une pièce en plus et normalement ça ne vient pas s'abîmer pour autant. Donc je ne vais pas le démonter, mais vous pouvez voir quand même comment c'est fait. Et donc je voulais venir sur le dessus. En option, on a un GPS, un tout petit GPS, le MQ10. Alors il est flagué Newbie Drone, mais bon, je pense que c'est à peu près les mêmes chez toutes les marques. Et il est installé dans un petit support en TPU qui est vraiment bien intégré pour le coup et bien imprimé. C'est même chose d'ailleurs pour les supports de bras. Je l'avais mentionné, je crois, dans le short d'unboxing. On est sur des prints de qualité et qui protègent quand même plutôt bien. Même chose à l'arrière, on a un print ici qui vient maintenir l'antenne du O3. Le O3, je viendrai juste après sur son installation. Et donc la caméra, elle est fixée voilà, dans la cage en carbone par des petites pièces en TPU qui viennent un petit peu soft mounter et qui permettent quand même une inclinaison. Donc là, j'ai mis le tilt quasiment le plus haut. Je ne sais pas vous dire combien de degrés ça fait, mais on n'est pas très haut. Ça va être entre 25 et 30. Et si on vient réduire le tilt, eh bien la caméra dépasse encore plus des plaques en carbone et elle est un petit peu moins protégée. On retrouve aussi sur le dessous, ici, là, je ne sais pas si on va le voir correctement, en dessous de la caméra, qui gêne un petit peu d'ailleurs pour l'inclinaison, une petite pièce en TPU qui permet de venir mettre un récepteur radio pour ceux qui, comme moi, pour ceux qui, contrairement à moi, ne voleraient pas avec le récepteur radio intégré dans le O3. Et ça, c'est parce que la FCIO sur laquelle on va venir tout de suite n'embarque pas de récepteur LRS, malheureusement. Et donc le O3, il est fixé, vous pouvez voir, c'est super clean, même si à la base, j'étais pas forcément fan de ce type de fixation qui demande à le permuter. Voilà, on a le port USB vers le haut, le dessus du O3 est en dessous, mais ce sont deux petites pièces en alu qui pèsent 1,7 g, je crois, en tout et pour tout, qui permettent de passer de façon propre les câbles en dessous et donc de fixer le O3 à l'aide de 4 vis. Là où moi habituellement sur mes 5 pouces et 3 pouces je mets un gros bout de scotch silicone double face en dessous et pour sécuriser quand même j'ai un petit riselant et là même j'avais mis, au début j'avais pas de riselant, j'avais mis comme un goret un scotch. Donc c'est moins clean, ça fait largement le taf, mais finalement je trouve que ce type de support là, si je pouvais mettre ça sur le Geno, ça me déplairait pas pour que ce soit un petit peu plus joli. Et avant que j'oublie, tous les fichiers STL, les modèles 3D des pièces imprimées en 3D sont disponibles gratuitement sur le site de Newbie Drone. Ça renvoie vers un drive, c'est pas
un lien Printable, Thingiverse, Makerworld ou autre. Mais voilà, il faut le souligner, il y a quelques constructeurs qui ne le font pas. C'est devenu de plus en plus rare, mais voilà, on a les STL si besoin, donc ça permet de les reprint si on les abîme ou de les modifier si on en a besoin. Et donc on a abordé presque tous les éléments du drone, au delta près du contrôleur de vol AIO Infinity 255 de chez Newbie Drone, sur lequel on retrouve un petit condensateur de 35 volts, 470 microfarad. Donc ça devrait suffire pour ce type de petit quad. Mais l'AFC, on peut l'utiliser dans un plus gros quad puisqu'elle a des ESC BLLI 32. C'est dommage, BLLI 32, comme vous l'avez vu dans la vidéo récemment postée par Jérôme, c'est fini. Mais on a des ESC BLLI 32 de 45 ampères qui peuvent burster à 55 ampères. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'AFC, elle est propulsée par un processeur F7. Le gyroscope, c'est un MPU 6000. C'est classique, mais c'est efficace. Chose plutôt rare sur les contrôleurs de vol, on a une grosse black box de 128 mégas, donc ça c'est très pratique pour les amateurs de tuning ou pour ceux qui la mettraient dans une aile volante pour enregistrer les données, les différentes données sur un plus long vol afin de les intégrer au montage vidéo. On a 8 UART, on a un port USB micro, dommage, j'aurais bien aimé du type C, on est en 2024 quand même. On a une prise pour le O3 complète qui permet donc d'avoir l'alimentation, la communication avec l'OSD et le récepteur radio. Donc ça c'est cool. Et juste en dessous, on a une prise, une nappe plutôt longue qui va jusqu'au GPS avec tout simplement 4 fils je crois pour le GPS. Là où certains se montent avec plus de fils et ils avaient laissé les fils non utilisés volant dans le châssis. Je vous mettrai des photos, j'ai pris des photos lorsque j'ai viré tout ça, donc moi j'ai dépiné tout simplement les fils de cette nappe là puisque ça ne servait à rien de les garder, j'avais peur qu'ils se prennent dans les hélices, qui bougent, enfin voilà, ils servent à rien, donc je les ai retirés. Le O3 sur la nappe, il est alimenté avec un bec 12 volts de 3 ampères, forcément pour le récepteur radio externe, puisque comme je vous le disais, on n'a pas de LRS intégré. On a aussi un bec 5 volts qui peut délivrer lui aussi 5 ampères, donc on peut aussi y mettre des LED si besoin. 3 ampères, pas 5 ampères, mais ça suffit aussi pour des LED. Et cette FC, elle est donnée pour 10 grammes, donc je ne l'ai pas démontée, pas dessoudée, je ne peux pas vous le confirmer, mais ça fait une FC très légère. Elle ne se monte pas au format Whoop, c'est une petite FC au format 20 par 20. Et pour ceux qui voudraient l'installer dans un autre châssis, on a également une très belle documentation, comme pour la FC qu'on avait sur le Savage Bee. Donc ça, c'est plutôt cool. Newbie Drone s'attache à faire de la doc et des schémas clairs, lisibles et fonctionnels. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour et que je vous ai donné tous les détails les plus importants sur le petit Stinger Bee. Voilà, je vous le remonte quand même de près à côté d'un Geno qui a un petit peu vécu. Niveau encombrement, le Geno est un petit peu moins encombrant. Le bus, lui, fait à peu près la même taille. C'est même un petit peu plus long pour le Geno, mais forcément, puisqu'on n'est pas en Dead Cat, il faut avancer un petit peu plus la caméra pour ne pas avoir les hélices dans le champ de vision de la caméra. Ceux qui disent que ça expose plus la caméra, c'est vrai, oui et non, je suis désolé, c'est quand même assez rare qu'on fasse un choc frontal pile poil comme ça dans un mur. Et si c'est le cas, de toute façon, la cage vient les protéger. Et dans le cas contraire, on se prend plutôt une arête de mur, un poteau ou quoi que ce soit. Et là, qu'on soit en Dead Cat, en trou X et qu'on ait la caméra avancée ou reculée, le résultat est le même. Le poteau arrive dans la caméra. Donc clairement, sur un O3, dans l'idéal, c'est vraiment d'avoir la caméra avancée au maximum pour ne pas avoir les hélices dans le champ de vision, aussi bien pour le flux FPV que pour les enregistrements à bord du O3. Donc voilà, c'en est tout pour la petite parenthèse et je vous reprends en face caméra pour la suite de la vidéo. Donc ce petit Stinger Bee, c'est un drone qui quand même a été visiblement plutôt bien pensé, même si certains détails n'ont peut-être pas été suffisamment testés. En termes de réglage, on est sur un bon BNF puisque je n'ai eu qu'à paramétrer mon récepteur radio qui est donc intégré à l'émetteur vidéo de chez DJI et mes modes. Je n'ai strictement rien touché d'autre pour effectuer ce test. Niveau firmware Betaflight, on est sur du 4.4.2, donc on n'est pas sur la toute dernière 4.5 avec un firmware personnalisé par Newbie Drone avec les réglages intégrés à ce dernier. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait un diff et même un diff haul, je n'ai vu strictement aucune différence par rapport au dump. Au début, j'ai cru qu'il était tout simplement pas tuné, pas réglé. J'ai eu un petit peu peur, mais au final, j'ai remarqué, j'ai comparé avec une autre FC en réglage par défaut, que les PID et les filtres n'étaient pas exactement les mêmes. Et il s'avère, puisque c'est une FC AIO de chez Newbie Drone, qu'ils ont intégré tous leurs réglages pour le Stinger Bee au firmware qui va sur la FC. En contrepartie, j'ai pas réussi à la faire détecter par Betaflight pour pouvoir avoir la bonne target qui s'affiche lorsque je vais dans l'onglet firmware.
J'ai contacté Nubidrone, ils m'ont dit c'est normal, c'est un des premiers firmware, il n'est pas reconnu par Betaflight, mais ils ont fait le nécessaire et donc ils ont mis un nouveau firmware sur leur GitHub qu'on peut donc flasher à la main en le chargeant à la main. Pour flasher Betaflight, je vous renvoie vers un des petits tutos qu'a fait Jérôme à ce sujet-là. Et une fois qu'on a le bon firmware qui est détecté par Betaflight, on peut ensuite faire les mises à jour tout simplement en faisant détection automatique du firmware et flash. Je n'ai pas encore fait la procédure, mais j'imagine que cette fois-ci, ils n'ont pas intégré les réglages au firmware, puisque n'importe qui peut acheter le contrôleur de vol et le mettre dans un autre drone. Bref, passons ensuite ce qui est au plus important, les PID et les filtres. Niveau PID, on est sur des P strictement d'origine par rapport à un Betaflight 4.4 sans aucun réglage. Par contre, ils ont pas mal baissé les i, ce qui est assez dommage, ce que je trouvais assez dommage en tout cas à mon goût, puisque moi généralement je les monte pas mal, j'aime bien le feeling que donnent des i plutôt élevés. Et de la même manière, ils ont baissé les d, sachant que les p étaient d'origine, bon c'était pas forcément important de les monter, mais il faut noter quand même qu'ils ont baissé les d et ils ont quasiment réduit à néant le feed forward. Donc on est quand même sur des valeurs qui au premier abord nous paraissaient un petit peu farfelues, que ce soit à moi ou à Jérôme qui a regardé un petit peu le tune avec moi, mais on verra par la suite ce que ça donnait en vol. Et à noter également que dans la partie PID, ils ont aussi activé la compensation de l'affaiblissement de la batterie et la linéarisation de la poussée. Niveau filtre, on est quasiment d'origine. En tout cas, les curseurs sont au milieu, ils n'ont pas été touchés ni désactivés. Par contre, j'ai remarqué qu'ils ont désactivé le filtre passe-bas du Yo et je me demande si les réglages du Dynamic Notch Filter n'ont pas été touchés également parce que je ne crois pas que ce soit les valeurs par défaut. Mais on reste en tout cas très proche d'un tuning filtre par défaut. Et donc avec ces différents réglages, comme d'habitude, j'ai fait des black box. Niveau black box, j'étais à l'aise parce que c'est plutôt rare. On a 128 mégas de black box intégrés. Là où généralement on est à 16, 32 et qu'au bout de 2-3 lipos, on n'a plus de place. Là, 128 mégas, j'ai pu faire quasiment toutes mes lipos sans avoir à formater la carte SD. La carte SD, non, la mémoire intégrée. Et donc, je vais vous afficher à l'écran les black box en non filtré d'un côté et filtré de l'autre côté. Et vous pouvez voir que pour un petit 3 pouces, pour lequel on pensait que le châssis risquait d'être souple, les bras ne se rejoignent pas forcément, c'est deux espèces de T à l'arrière. Toutes les plaques sont plutôt fines, je vous mettrai les épaisseurs sur le blog, je les ai plus en tête, mais je crois qu'on est sur du 1,5 à 3 mm pour les bras et 1,5 pour les plates, donc c'est quand même très petit. À la main, on sent quand même que tout ça n'est pas hyper rigide, ça ne donne pas forcément non plus un sentiment de solidité. Mais sans filtrage, on n'a pas de bruit excessif et surtout le bruit arrive plutôt tard en fréquence, donc ça se filtre forcément très bien. Et c'est pour ça que là, après filtrage, puisqu'on est sur des filtres par défaut, on n'a plus aucun bruit puisque les cut-offs sont vraiment très bas. Donc c'est clairement un point sur lequel on pourra gagner en performance, c'est niveau filtrage. Le tuning PID, ça va être en fonction du feeling, mais je suis personnellement pas hyper convaincu, même si on n'a pas de retard sur le tracking et surtout qu'on n'a pas de gros overshoot, pas de rebond particulier. Je pense qu'on pourra avoir quelque chose de plus incisif et plus réactif avec des PID un petit peu plus poussés. Et donc du coup, on peut aborder, puisqu'on parlait de feeling, le feeling aux commandes de ce Stinger Bee HD O3. Vous allez me dire que ça fait un petit peu comme le Savage Bee, mais j'ai été agréablement surpris et j'ai pris plaisir à voler avec le Stinger Bee. Alors clairement, c'est moins incisif, moins précis et moins loqué que mon Geno. Et je ne vais pas vous mentir, je préfère vraiment voler avec mon Geno. Mais on est loin d'un mauvais BNF et on est sur un quad avec lequel on peut s'amuser aussi bien à faire du freestyle, sur les flips, les rolls, les différentes figures un peu agressives. On n'a vraiment pas de rebond excessif, quasiment aucun rebond, ça se voit au black box. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'on a quand même pas mal de prop wash et surtout quand on commence à monter en taille de lipo avec des lipos plus lourdes, et ben là le prop wash s'accentue et même en contrôlant la remise des gaz et le mouvement au stick, c'est difficile de complètement le gommer. Donc là-dessus, il y aurait vraiment un travail à faire au minimum d'un point de vue filtre, et je pense que même au niveau des PID, surtout sur les D, je pense qu'on peut obtenir un comportement plus sain, plus efficace lorsqu'on fait du freestyle. Pour ce qui est pour de la balade, des vols chill et cinématiques, il est tout à fait adapté. On peut sortir des rushs vraiment sympas, il n'y a strictement aucune vibration parasite qui remonte sur la caméra du O3 qui est soft mountée, que ce soit donc dans le flux FPV ou dans le DVR intégré au O3.
qui permet donc de faire de la stabilisation Giroflow sans aucune vibration parasite. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc voilà, pour en finir avec le feeling, j'ai quand même passé, donc je l'ai pris sur plusieurs sessions, j'ai passé largement plus de 20 lipos avec, je me suis amusé avec. Je ne l'ai pas craché, je l'ai juste coincé dans un arbre, comme vous l'avez peut-être vu en intro. Je ne sais pas encore comment je vais faire mon montage. Heureusement, on a réussi à le décoincer pour pouvoir finir le test. Mais donc la solidité, je ne vais pas me prononcer dessus. On a des bras qui sont plutôt bien protégés avec des prints de qualité, ça c'est à souligner aussi. Mais l'ensemble inspire moins, c'est moins rigide, ça paraît moins robuste en tout cas que mon Geno, et je ne pense pas que ce soit un quad adapté à faire du bandeau. De toute façon, on est sur un Dead Cat, clairement il annonce la couleur, on est plus là pour faire de l'image que faire du freestyle, même si pour le coup c'est un quad que je trouve polyvalent et avec lequel on peut s'amuser avec. Maintenant, juste avant d'aborder les points positifs, les points négatifs et de faire une petite conclusion, je vais vous mettre un petit rush qu'on a filmé sur le terrain avec GG après qu'il ait fait plusieurs lipos avec le quad. Comme ça, il va vous donner son avis en tant que pilote un petit peu plus pointu que moi et surtout plus freestyle que moi. Alors du coup, je vais demander l'avis à Jérôme. On vient de faire une session, il a fait quelques lipos avec le Stinger Bee. Et là, pour se réhabituer, il a pris mon Geno avec mes rates et ma radio. Il a fait une lipo complète. Et là, il vient d'enchaîner directement avec le Stinger Bee. Même setup, c'est ma radio et ce sont mes rates. Ouais, du coup, juste avant, j'ai volé avec le Geno. J'ai demandé à voler un petit coup avec le Geno parce que j'étais vraiment pas à l'aise avec celui-ci, ce Newbie Drone. Et je constate qu'effectivement, j'ai quand même le sentiment d'être plus à l'aise au niveau de la gestion du quad avec le Geno 3 pouces. Alors je sais, manifestement ça vient pas des raids puisqu'ils sont identiques. Je suis un peu perplexe. Alors est-ce que ça vient aussi de l'architecture du quad? Il y en a un qui est en Dead Cat, le Newbie Drone, alors que le Geno est en YDX plus classique. Bon, après au-delà de ça, hein, malgré tout, le Newbie Drone vole vraiment bien. Hein. On n'a rien touché au niveau du tune, mais il n'y a pas spécialement de rebond. Il y a un petit peu de prop wash, mais ça du coup je pense qu'on pourrait le régler en optimisant un peu le tuning, tant au niveau des PID qu'au niveau des filtres. Mais ouais, le quad vole quand même pas mal, même s'il y a un truc qui me dérange un petit peu hein, dans son comportement. Peut-être ça, j'ai quand même un peu une petite impression de latence, alors j'ai du mal à le décrire. Mais bon, je pense que c'est un petit coup de main à prendre. Là déjà, après 2-3 lipos, ça va beaucoup mieux qu'au départ. Hein, donc, oui, je ne l'ai pas dit, mais à la base, là je vole avec la radio DJI. C'est une radio avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Je ne suis pas du tout habitué. Donc voilà, c'est ça aussi qui me complique un peu la vie. Mais ouais, le résultat est plutôt pas mal. Hein. Ça vole bien. On avait regardé les premières black box. Et alors, si elles sont clean niveau bruit et filtrage, puisque le filtrage est par défaut et que ça filtre beaucoup, c'est vrai que les PID sont travaillés mais sont assez particuliers avec des I relativement bas, le feed forward vachement baissé. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait que tu ressens cette latence, même si personnellement je la ressens pas vraiment. Et alors j'ai la batterie en PLS, je vais me poser. Bon bah voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter du coup sur le Stinger Bee. Non, bah, c'est plutôt une bonne surprise. Hein. C'est vrai que quand j'ai vu sa gueule en Dead Cat, le fait que les bras soient fins, tout est un peu fin, je craignais peut-être un peu une mauvaise gestion des vibrations, etc. Alors à voir sur long terme, peut-être qu'il serait un peu cassant, peut-être qu'il serait un peu fragile, mais en tout cas, en termes de comportement en vol, il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas d'overshoot, il n'y a pas de trop de prop wash, il y en a un petit peu, mais je pense qu'on peut le corriger. Il y a juste un peu cette impression de latence, mais encore une fois, peut-être qu'en ajustant le tune, ça pourrait être réglé. Mais il n'y a rien, en tout cas au niveau de la frame, qui traduit un mauvais comportement. Voilà, je pense que c'est pas mal, ouais, okay. ça vole bien. Merci Jérôme. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, Jérôme a été lui aussi plutôt surpris par le Stinger Bee, même s'il y a 2-3 détails qui font que comme ça, après 3 lipos, il n'est pas encore forcément habitué, qu'il est surtout avec une radio qu'il n'apprécie pas, et ben il l'a trouvé plutôt sympa. Voilà, évidemment, il préfère son Geno et c'est un petit peu comme moi, mais ça montre quand même que c'est un BNF qui est loin d'être mauvais. Maintenant, on va pouvoir quand même faire le petit tableau des points positifs et points négatifs comme d'habitude. En termes de points positifs, on est sur de la HD. En plus, c'est du DJI, donc c'est vraiment super agréable à voler. En plus de ça, on a un DVR intégré qui permet de faire là aussi des rushs en HD stabilisables sans aucun souci avec Giroflow. Donc ça, c'est un point positif supplémentaire. Ensuite, je mettrai que même s'il n'est pas parfait, il est agréable au stick. On a un montage qui est plutôt bien conçu, même s'il est un petit peu alambiqué, et on a quand même du coup une maintenance qui est relativement facilitée, puisqu'à partir du moment où on a enlevé la top plate,
il faut débrancher le GPS pour pouvoir la mettre assez loin, mais sinon on le met sur le côté, on a accès à tout et on peut faire ses bricoles, ses réparations et ses réglages. Le seul petit point négatif, c'est que voilà, ils n'avaient pas enlevé les fils non utilisés de la nappe du GPS, donc ça aurait pu être un petit peu plus clean, mais il n'y a rien de grave sur le montage du Stinger Bee par Nubi Drone et c'est même de plutôt bonne qualité. Ensuite, en termes de points négatifs, eh bien, je dirais tout simplement dans un premier temps que la caméra, comme je vous le montrais sur le banc, elle n'est pas parfaitement protégée. Ça aurait pu être un petit peu mieux, on pourrait la reculer un petit peu plus comme on a fait sur le Geno pour qu'elle ne dépasse absolument pas, surtout à partir du moment où on remonte le tilt. Mais c'est un point qu'on pourrait faire ou que Nubi Drone pourrait faire tout simplement en reculant les trous sur le support soft mount en TPU. Donc il n'y aurait pas besoin de refaire les pièces en carbone. Donc c'est un point qu'on pourrait améliorer, mais que je trouve qu'il faudrait d'ailleurs améliorer. C'est pour ça que je le mets dans les points négatifs. Ensuite, en point négatif, je mettrai également ce support de lipo particulier, même si à l'usage, je m'y suis habitué, je l'ai même trouvé pratique. J'ai peur que dans le temps, ce ne soit pas aussi solide qu'un vrai strap à scratch. Et malheureusement, du coup, avec les entretoises donc au milieu, on ne peut pas mettre un strap au milieu. On devra donc utiliser 2 straps pour maintenir correctement une petite lipo. Généralement, sur un 3 pouces, un seul strap, ça fait le taf. Donc voilà, on va avoir une fixation de lipo que moi je mets en point négatif. Et pour finir, même si elle a la volonté de l'avoir réglé, je mettrai que le tune est un petit peu particulier et surtout pas assez poussé au niveau des filtres. Et donc pour conclure, je dirais qu'on est sur un BNF plutôt bien conçu, assez polyvalent, même si son tuning le pénalise un petit peu en freestyle. En tout cas, il se prête bien à la balade et à les cinématiques et il est quand même assez agréable au stick. Je le qualifierais donc de bon BNF pour ceux qui ne veulent pas se monter eux-mêmes un Geno 3 pouces, qui reste largement ma préférence dans cette gamme de quad. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez du quad, ce que vous pensez de la vidéo. Également, si ça vous a plu, le petit pouce bleu et l'activation de la petite cloche qui font plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour IRFPV.